François Bayrou a-t-il convaincu les Français lors de son discours de politique générale? Au terme d'un discours d'1h30 dans lequel le Premier ministre a évoqué un chantier de la réforme des retraites, l'introduction de la proportionnelle dans le scrutin législatif et de nouvelles mesures pour mieux faire respecter les OQTF, il s'est naturellement retrouvé opposé au RN et au parti de gauche qui n'exclut pas une nouvelle censure. Et aux dernières nouvelles, la présidente du groupe La France Insoumise, Mathilde Panot, a déposé une motion de censure signée par 57 députés LFI, communistes et écologistes. Les socialistes, quant à eux, attendent de voir si Bayrou va négocier sur la question des retraites. Enfin, le RN lance un ultimatum au sujet de l'aide à Mayotte. Les négociations devraient commencer demain. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que vous avez pensé du discours de politique générale de Bayrou? C'est un discours qui se veut consensuel, qui évite la démagogie, mais qui présente le risque de l'immobilisme. Et je crois qu'aujourd'hui, les Français attendent le changement, ils attendent de l'action, ils attendent du rassemblement. Et ce rassemblement, il est encore incomplet et on attend encore l'action. Je pense que dans la situation qui est celle du pays, où nous cherchons une majorité plus large, qui soit indépendante des extrêmes, ce discours présente une faiblesse, c'est une absence de méthode sur la suite et une absence de visibilité. Complètement en décalage. Les urgences du pays sont monumentales, très importantes. Les Français sont avides de solutions et là on n'a eu que des commissions, des comités, des commissariats, des consultations, des conclaves, des sous-machins, des sous-bidules. Totalement vide. Un grand vide, le néant. Le néant en matière de propositions concrètes pour améliorer, changer la vie des Français. Il n'y a rien de concret, si ce n'est quelques cadeaux déjà pour le Rassemblement national. Je pense à la remise en cause du droit du sol par exemple à Mayotte, donc dans une partie de la France, alors que c'est un droit constitutionnel, alors que c'est dans la Constitution depuis 200 ans et un pilier de la République française. Donc voilà, en tout cas, il n'y a absolument rien qui réponde à nos préoccupations du nouveau Front populaire. Par exemple, l'abrogation de la réforme des retraites à 64 ans, par exemple, l'augmentation du SMIC à 1 600 €, par exemple, le blocage des prix de l'énergie. C'est peut-être le discours de politique générale le plus vide de l'histoire de la Ve République. Très peu de propositions qui ont été faites, très peu d'arrêts sur le plan budgétaire. Et enfin, sentiment d'une forme de laisser-aller sur la conduite de la politique de la nation. Je pense que François Bayrou a été en capacité de relater l'ensemble des discussions de travail qui ont eu lieu ces dernières semaines avec l'ensemble des familles politiques, aussi bien de l'Assemblée nationale que du Sénat. On parle de près de 17 familles politiques qui ont toutes été reçues et pour la majorité ont accepté de rester autour de la table pour discuter, pour travailler pour les Français. Et sur cet exercice, aussi bien sur le fond que sur la forme, François Bayrou a été au rendez-vous, oui. Alors écoutez, nous sommes combien? Le 14 janvier, c'est ça? Dès le 5 décembre, le président Macron a été très clair. Il a expliqué qu'il n'avait rien à se reprocher et qu'il continuerait à faire pareil. Que peut-être la seule chose qu'il pouvait se reprocher, c'est d'avoir décidé la dissolution. Pour le reste, il a tout bien fait. Donc il a donné la couleur. Il a nommé le Premier ministre, M. François Bayrou, pour continuer sa politique de malheur pour les gens. D'ailleurs, François Bayrou est un soutien du président Macron depuis 7 ans, depuis la première heure. Et vous avez bien vu que son gouvernement est fait des plus hauts responsables de la Macronie depuis 7 ans. Elisabeth Borne, Gérald Darmanin, ou encore Aurore Berger, ou encore Amélie de Montchalin, le grand retour. C'est même un gouvernement de revenants. Et c'est évidemment pour reproduire la même politique. Et donc, comme il n'ose pas trop le dire, il nous a fait un discours vide. Vous avez l'intention de demander la censure du gouvernement ou pas? Pour le moment, si vous voulez, il n'y a rien, donc censurer quoi? Le vide? Je dis, il faut au plus vite, évidemment, renverser ce gouvernement et au plus vite aussi, aujourd'hui, pousser le président Macron vers la sortie. Parce qu'en réalité, s'il ne change pas, et manifestement il ne change pas, il n'y aura plus ça que ça comme solution. Voilà. Est-ce que votre groupe envisage une censure s'il n'est pas satisfait? Alors non, absolument pas. Je pense que voter la censure aujourd'hui, priver la France d'un gouvernement alors que nous sommes toujours à la recherche d'un budget est irresponsable. Je pense que la censure sera rejetée par une majorité de l'Assemblée nationale et que la France aura rapidement un budget, ce qui est indispensable à notre économie et au maintien de notre situation sur la scène internationale. La difficulté, c'est que par le passé, on a connu des régimes qui ont tenu en ne faisant rien et c'est les Français qui en subissent les coups.
Pénaliser un gouvernement qui agit mal, c'est plus facile que pénaliser un gouvernement qui ne fait rien. Et là, je crains que M. Bayrou, qui est assez roublard et qui connaît bien la politique, ait choisi de ne rien faire pour durer. Vraiment, moi, quand j'écoutais M. Bayrou, je repensais aux écrits et aux discours du général de Gaulle sous la 4ème République, où il analysait parfaitement à quel point ce régime des partis savait ne rien faire pour survivre. Et là, vraiment, ils auraient vraiment tué la 5ème République. Quoi. Là, c'est le régime des partis dans ce qu'il a de pire. Est-ce que vous trouvez réaliste la déclaration de Bayrou sur la concurrence de l'Union européenne face aux États-Unis d'un côté et à la Chine de l'autre? Est-ce que vous ne pensez pas que l'Union européenne n'est pas en très bonne posture pour tenir le coup face à ces deux superpuissances? Quel est votre positionnement là-dessus? Je pense que la réalité, c'est que ces deux puissances sont aussi dépendantes de l'Europe que nous le sommes des États-Unis et de la Chine. Et que pourvu que l'Europe se réveille, nous avons aussi les moyens de nous faire respecter. Par constater que la Chine est une puissance industrielle et commerciale qui ne recule devant rien et que les États-Unis font pareil, je ne vois pas où il veut nous emmener. En tout cas, il n'a pas trouvé de solution, proposé de solution qui rejoignent les solutions soit adoptées par la Chine, ce qui n'est pas possible pour la France, mais les solutions adoptées par les États-Unis, on aurait pu les suivre. Notre premier président pendant 4 ans, nous verrons quels seront les sujets sur lesquels nous pourrons travailler. Ce qui compte, c'est l'intérêt national français, conjugué à l'intérêt national américain, et nous espérons qu'ils puissent converger. Qu'est-ce que vous pensez que le mandat de Trump pourra apporter à l'Europe? Comment le gouvernement français se positionne par rapport donc à cette nouvelle administration? Alors sans offense aucune, je tiens à signaler qu'il ne s'agit pas d'attendre en tant qu'Européens une position de Donald Trump, mais bien d'agir en tant qu'Européens. Et nous aurons une voix très forte en tant que Français dans cette capacité à rappeler que oui, l'Europe est dans notre ADN politique, oui, l'Europe nous permettra de continuer à faire avancer nos valeurs en termes de liberté d'expression, en termes de défense du droit des femmes et des minorités. Et c'est pour cela, pardon, mais nous n'avons pas attendu Donald Trump pour avancer, nous continuerons à le faire. Nous continuerons à travailler avec les Américains, bien évidemment, c'est historique et c'est nécessaire. Maintenant, l'Europe n'a pas besoin de forces extérieures, étrangères, pour pouvoir travailler et se rappeler à se renforcer elle-même.